Une famille, un camion en guise de maison, 5 ans et 5 continents, Fred, Laure, Martin et Chine partent à la découverte de notre planète. Leur ambition ? Aller à la rencontre des femmes et des hommes qui, chaque jour, tentent de réconcilier l'homme et la nature. La route sera longue et difficile, mais la famille de Martin veut partager avec nous les 1001 idées malines de ceux qui préparent aujourd'hui le monde de demain. Bienvenue dans le monde de Martin. L'heure est venue de quitter la Corée du Sud. Prochaine étape, la Nouvelle-Zélande. Nous accompagnons en ce moment même notre camion au quai d'embarquement. Malheureusement, il ne va pas venir avec nous en Nouvelle-Zélande pour des normes d'hygiène. Il est trop compliqué de le faire rentrer en Nouvelle-Zélande. Il a des petits bouts de poussière et de boue de tous les pays depuis 4 ans. Et en Nouvelle-Zélande, c'est interdit. Donc nous allons louer un véhicule en Nouvelle-Zélande et celui-ci va aller directement au Kenya où nous allons le rejoindre dans 2 mois. Il est grand le bateau. Allez, c'est parti. Fred, Laure, Martin et Chine rejoignent donc Auckland par avion. Sur place, ils se déplaceront avec un autre camion maison. Il est joli, c'est pas grand, hein? Le frigo! Frigo ici! Il n'a pas la même taille que le leur, mais il fera bien l'affaire. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je conduis avec un volant à droite, tout en roulant à gauche. Et là-haut, c'est notre lit. La Nouvelle-Zélande se trouve en Océanie. C'est un pays complètement insulaire et très isolé géographiquement. Son plus proche voisin est l'Australie. Il se compose de 2 îles principales. La famille va commencer son exploration par celle du Nord. Alors sans attendre, nous avons pris la route. Nous sommes ici dans l'hémisphère sud. C'est en ce moment le printemps, bientôt l'été. Et donc il y a pas mal d'espèces en fleurs. C'est magnifique. En Nouvelle-Zélande, tout est magnifique. Et il y en a pour tous les goûts. Dans ce pays de la taille de l'Italie, les îles possèdent une grande variété de paysages. Les Néo-Zélandais, qu'on appelle les kiwis, du nom d'un oiseau endémique en voie de disparition, respectent énormément leur biodiversité qu'ils protègent jalousement. Mais tout n'est pas vert au pays des kiwis. Les émissions de gaz à effet de serre du pays ne cessent d'augmenter et les sols se dégradent vite à cause de la déforestation engendrée par l'élevage et l'agriculture. Les plaines immenses font le bonheur des 30 millions de moutons qui sont élevés en plein air toute l'année. La main à plat. Et tout. Le chien noir. Oh, la tête de là. Eux, ils sont blancs. Ces paysages si variés font de fantastiques décors de cinéma. De nombreux films ont été tournés ici, comme Avatar de James Cameron ou Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Ici, le cinéma est un vrai business et les décors sont devenus une attraction touristique. Où est-ce qu'on est, Chine? Au pays des hobbits. Ok, on va les voir. Ouais. Allez, on y va. Qu'est-ce que la nature a de si spécial en Nouvelle-Zélande? La Nouvelle-Zélande a des paysages vraiment exceptionnels et souvent très variés dans une même région. On a aussi la réputation d'être un pays propre et vert. Tout cela attire beaucoup de réalisateurs. C'est ici qu'ils ont filmé Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Peter Jackson était venu voir du côté de Waikato pour ses grands pâturages verts qui rappellent le style anglais dans Le Hobbit. Et quand il est arrivé ici, il est allé voir les fermiers pour discuter avec eux des possibilités de tourner ici. Il y aurait une maison sous terre. Et aussi, elle a un jardin sur le toit. Waouh. Martin et Chine sont aux anges. Ils ont exactement la taille qu'il faut pour vivre dans une maison de hobbit. Il n'y a que le mur, il n'y a qu'une case. Il n'y a qu'une case comme ça. Eh oui, c'est un décor. Mais pour adopter l'ensemble de leur mode de vie, ce n'est pas gagné. Ça, c'est la boisson des hobbits. Comme ça. C'est quoi? C'est du gingembre? T'as goûté, Martin? Ça vide. La nuit tombe déjà. La famille improvise un bivouac dans un décor vert fluo. Alors, qu'est-ce qu'elle a le courage d'aller se baigner? Pas moi. Pas moi. Il y a une rivière, là. Non. Non? Elle est froide.
Le lendemain, la plage aura peut-être plus de succès. Mais ça, il est chaud. Pourquoi? Parce qu'il y a une pierre chaude brûlée en dessous du sable. Il y a une grosse pierre très chaude sous le sable. Ouais. Alors nous voici sur une des magnifiques plages de Nouvelle-Zélande qui a la particularité sur une centaine de mètres d'être très très chaude. Il y a une roche volcanique sous le sable qui est à 170 degrés et donc par infiltration il y a de l'eau chaude qui remonte et qui chauffe le sable. Donc la mer est plutôt normale, on va dire à une petite vingtaine de degrés, mais le sable lui peut monter à 40-50 degrés par endroit. Ah, ça chauffe. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est chaud. La pierre, elle doit être ici. Il suffit de creuser un petit peu et l'eau de mer mélangée à ce sable chaud vous fait un petit spa privé très chaud. Quoi, privé, si ce n'est qu'on n'est pas seul non plus. Hein. Si tu te tournes vers la mer, tu vois pas les gens et t'as une très très belle vue. Au printemps, la nature explose. Et c'est la saison des amours chez les animaux. Et ça couple. Martin surprend un couple de colins de Californie, des gallinacés aux airs de perdrix. Le climat océanique réserve peu de temps à l'été. Les animaux doivent donc se presser un peu pour se reproduire dans de bonnes conditions. Alors maintenant nous allons rencontrer Greg Flaval, il habite New Plymouth qui se situe sur l'île Nord. Greg travaille depuis pas mal d'années sur le chanvre indien, comme matériau de construction de maisons. Alors ce matériau semble assez idéal, il est terriblement isolant, il est écologique, c'est-à-dire durable, il est économique et de plus il est très sain d'habiter dans ces maisons. Donc nous avons hâte d'en savoir un peu plus. Greg Flavel est un des meilleurs ambassadeurs du chanvre industriel en Nouvelle-Zélande. Avec sa société Hemp Technologies, Greg essaye de mieux faire connaître les différents usages du chanvre. Alors, ça sent bon? Oh oui. Dans ce champ, le futur matériau de construction d'une maison est en train de pousser. Il faut 10 semaines au total pour obtenir 10 tonnes de paille de chanvre. Avant, c'était interdit, non? Ça l'était, oui. Mais en 2006, une première école commerciale a obtenu une licence pour être cultivée dans l'île du Sud. La marijuana, qui est la cousine de cette plante, y ressemble beaucoup. Mais c'est une plante très différente. Le taux moyen de THC dans la marijuana aujourd'hui se situe entre 16 et 28%. Oui. Et dans celle-là? Celle-là en contient 0,03% au maximum. Ah oui, c'est rien. Alors que faites-vous avec cette plante? Le but de cultiver du chanvre, pour nous, c'est de construire des maisons. Construire des maisons. Oui, des maisons économes en énergie et qui sont bonnes pour la vie. On sait que statistiquement, il y a une réduction de 60 à 70% de soins médicaux, d'absentéisme au travail et de frais de médecin quand on vit dans une maison en chanvre. Il y a des graines ici, d'accord? Oui. Quand ces graines arrivent à maturité, on les enlève. Et une fois qu'on a retiré les graines, on se retrouve avec des tiges que l'on va peler. Si vous regardez bien sur celle-ci qui est encore humide, vous pouvez voir que c'est spongieux. C'est pour ça que le chanvre est l'un des meilleurs matériaux isolants. C'est parce qu'il est plein de petits trous d'aération et de poches d'air qui absorbent l'humidité. Donc, ce matériau absorbe, aspire et rejette l'humidité en permanence. Toute la plante est valorisée. La tige devient une paille qui sert à la construction. Les fibres s'utilisent dans le textile ou l'isolation et les graines permettent de faire une huile excellente pour la peau. Le lendemain, la famille rejoint Greg pour mettre la main à la pâte. L'entrepreneur assure que la construction d'une maison en chanvre est un jeu d'enfant. Oh, salut!
Salut. Comment ça va? Martin et Shin vont vérifier ça tout de suite. Greg, on est prêt pour la pratique. Je vois ça. C'est l'heure des travaux pratiques. On va faire un exemple, on va faire en mini. C'est un peu comme quand tu fais une brique. Il te faut une boîte pour fabriquer la forme. Il te faut aussi du liant. En voilà un. Ça, c'est Recule un petit peu parce que c'est poussiéreux. Ça, c'est ce qui pique un peu. Voilà, prends un peu de ça. Ça, c'est du chanvre de construction qu'on a récolté, traité et broyé. On va le mélanger avec de l'eau dans les bonnes proportions, c'est-à-dire 4 parts de chanvre pour 1 part de liant et 1 part d'eau. Encore une. Et 4. On arrête. En tout cas, c'est plus agréable que de travailler du béton. Ça sent bon, c'est naturel, c'est léger. Voilà, tu sais construire en chanvre. Donc il faut en mettre à peu près la moitié. Mettez-en en fond et répartissez-le. Voilà. Et le lendemain matin, quand vous revenez travailler, vous retirez le cadre. Et là, vous avez votre mur. Comme si ça c'était un mur de la maison. C'est ce qu'on va faire maintenant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de mettre le feu au chanvre, d'accord? Pour simuler un incendie. Ça brûle même pas le truc. C'est bien, hein? C'est même pas chaud. Le chanvre tout seul brûlerait. C'est de la biomasse. Mais la brique transpire, exactement comme un être humain transpire pour réguler sa température quand il fait chaud. La brique transpire et fonctionne comme un retardateur de feu. Greg conduit toute la famille sur le chantier d'une maison et d'un poulailler. Pour une maison en chanvre, il faut d'abord construire le toit sur une armature en bois. On y installe électricité et plomberie, puis ensuite seulement on monte les murs intérieurs et extérieurs grâce à un coffrage que l'on remplit d'un mélange de chanvre et de chaux. Le propriétaire de cette maison a d'abord fait des essais sur son poulailler. Ce sera le premier poulailler construit en chanvre. Et voilà les 2 premiers poulets. Au cours des 6 ou 8 premiers mois, les fondations ou la charpente vont bouger un peu. Avec le chanvre, tu auras des petites fissures en forme de toile d'araignée. En général, elles partent en biais depuis les fenêtres ou les portes, mais au bout de 3 ou 4 mois, elles vont disparaître. Parce que les briques de chanvre se réparent elles-mêmes. C'est vraiment un super produit! T'as vu, ça sent bon. Ça sent meilleur que le ciment, hein? Ça va être le poulailler le plus confortable de toute la planète. Vous imaginez à quel point ces œufs auront bon goût? La famille traverse l'île pour se rendre à son prochain rendez-vous. Mais en route, elle s'accorde une promenade en forêt, près du lac Rotohera. Dans cette forêt, on ne peut manquer les fougères endémiques de Nouvelle-Zélande. Ces fougères sont d'ailleurs devenues l'emblème du pays et on les retrouve jusque sur le maillot des fameux All Blacks. Lui, il a plein de cheveux. Vas-y, fais une perruque. Qui? Fais une perruque de cheveux longs. La plus grande est la fougère arborescente, un véritable palmier pouvant atteindre 10 mètres de haut. Son feuillage en éventail dessine une ravissante résille qui fait un bon parapluie en cas de pluie. Alors maintenant, nous partons à la rencontre de Andy Campeis. Il est d'origine allemande, mais vit ici depuis très longtemps. Et Andy travaille sur un modèle de jardin qui s'inspire de la forêt, sachant qu'une forêt demande très peu d'entretien. Pourquoi pas faire pousser des choses comestibles sur le modèle de la forêt? C'est ce que nous allons visiter maintenant. Martin and Shin. Bonjour Martin. This is Andy. La ferme Awi, qui veut dire prendre soin en maori, est un lieu d'expérimentation de ferme forestière sur 4 hectares. Des petits cabanons accueillent les visiteurs venus du monde entier s'initier à la permaculture. Andy, lui, est venu d'Allemagne pour transmettre son savoir-faire. Andy, selon toi, quelle est la meilleure façon de produire de la nourriture? La forêt est le meilleur modèle. C'est le modèle que la nature a patiemment mis au point pendant plusieurs millions d'années pour obtenir la meilleure productivité. Parce que c'est ce qui permet d'obtenir de la nourriture en fournissant le moins de travail.
Et si ce système ne te fournit pas assez de nourriture, il faut que tu plantes des espèces qui vont te nourrir sur un très long terme, sans avoir à intervenir. C'est comme ça que la plupart des autres animaux se nourrissent sur cette planète. Tu veux dire qu'il n'y a pas besoin d'aller acheter des graines chaque année? Mais non, non. Tu les achètes une fois pour les planter, c'est tout. Ensuite, elles poussent, repoussent, elles te nourrissent chaque année. La forêt est le meilleur modèle. Andy conduit Fred pour un tour de jardin. Ici, on n'occupe pas le sol. C'est la nature qui le fait. Et le sol est toujours recouvert. Un sol non recouvert, ça n'existe pas dans la nature. C'est toujours recouvert par quelque chose. Est-ce que tu vois des plantations là? Non. Exactement. On n'aura jamais besoin de rien planter ici. Et le trèfle blanc fournit de l'humidité aux autres plantes sans entrer en compétition avec elles. Alors cela me rappelle par exemple le pissenlit. Nos grands-mères utilisaient beaucoup le pissenlit pour en faire des soupes, même des salades. Et aujourd'hui, peu de gens savent utiliser le pissenlit, mais c'est une plante qui poussait toute seule. J'ai développé cette technique pour planter les arbres. Je creuse un grand trou, j'y mets exactement le type de terre dont l'arbre a besoin, j'y mets des minéraux, du mycélium de champignons. En fait, je mets tout ce qui est sur la liste pour qu'un arbre donne des fruits le plus vite possible. Mais ensuite, je n'y touche plus. Dans la forêt, on retrouve plus ou moins ce système. Exactement. Mais avec cette technique, il y a toujours de l'humidité. Même s'il ne pleut pas pendant 6 semaines, ça reste humide. Andy embarque la famille pour aller visiter la forêt comestible de son amie Heidi. Son jardin est le plus ancien de ce type en Nouvelle-Zélande. Heidi a démarré ce jardin il y a 20 ans. Elle est quasiment autonome en nourriture. On m'a dit que c'était très joli et qu'elle se débrouillait très bien. On va voir à quoi ça ressemble. Le jardin d'Heidi est si dense et luxuriant qu'on se croirait dans un jardin d'Éden. Tout ce dont elle a besoin pousse ici. Bonjour, Martin. Martin, ravi de te rencontrer. Et Chine. Chine, ravi de te rencontrer. C'est rigolo, ils réutilisent tout. Tu en veux une autre? Les milieux forestiers sont très productifs, car ils superposent 7 couches de végétaux aux tailles différentes. Noisette. C'est le printemps, alors elle commence. T'aimes ça, les noisettes? Ils sont tous récents. Ils ont tous grandi en 18 ans. J'en espérais pas tant. 18 ans. Tout était nu. Je pouvais voir la rivière de là-haut. Et c'était souvent recouvert d'eau. C'est vraiment beau. Ça sent bon. Ça, c'est les groseilles. Il y a de la nourriture partout. Et vous voyez comment les grappes de raisin poussent naturellement dans les arbres. C'est un magnifique exemple de la façon dont les plantes verticales poussent en forêt. 20% des plantes devraient nourrir d'autres plantes. Elles ont des fonctions qui ne vous seront pas utiles directement, mais qui seront utiles à l'ensemble des plantes de votre jardin. Voilà un bon exemple. Ça, c'est du camphre, dont les racines descendent jusqu'à 3 mètres de profondeur. Elles vont donc chercher jusqu'à 3 mètres tous les nutriments, puis ils sont répartis dans les feuilles, et quand ces feuilles vont se décomposer lentement, elles vont mettre ces nutriments à disposition de toutes les autres plantes. Pas besoin de pesticides alors? Non, non, aucun. Tout est équilibré. Est-ce que tu vois des nuisibles? Moi, j'en vois pas. Là, il y a des champignons. Ils sont là parce qu'il y a de l'ombre par l'arbre et aussi ils sont dans un coin. Et comme ça, ils sont protégés. Regarde, des centaines de fruits. C'est assez rare de voir un arbre à kiwi adulte qui a poussé dans son environnement naturel. Les arbres à kiwi peuvent faire jusqu'à 15 mètres de haut. Voici à quoi ça ressemble vraiment quand ça pousse dans la nature. Elle vous donne du lait? Oui, du lait et du fromage. Je fais du fromage et des yaourts.
Et vous avez des œufs. Oh oui, partout. Et elles aident à nettoyer le jardin. Oui, et elles fertilisent, elles grattent et elles sont toutes différentes. La forêt comestible, c'est un garde-manger à ciel ouvert et à portée de main. Alors ce modèle de jardin rappelle que dans la nature, on ne mange pas que les fruits. On mange les feuilles, on mange les racines, on connaît le gingembre, mais il y en a bien d'autres. On mange certaines graines et on mange même certaines fleurs. Mange ça, en entier. En entier? Allez! Vraiment? Je peux? Allez, vite! D'un coup d'un seul. Excellent. C'est plutôt pour manger en salade ou faire des soupes ou quoi? Tu peux tout faire avec. Tu peux même les faire frire. Et c'est une plante vivace? Oui, et j'en ai un peu partout dans le jardin. Cette visite donne envie de tout goûter. Heidi invite la famille dans une maison grouillante de vie pour un repas provenant exclusivement du jardin. Tu vas faire le plat suivant. Tu peux faire les fleurs. Tu veux mettre les fleurs dans le plat? C'est trop bon. Fred, Laure, Shin et Martin reprennent la route vers la côte est pour rejoindre la ville de Napier. Cette ville de 55 000 habitants qui vivent au bord du Pacifique a une histoire particulière. Maman, tiens, regarde là. Cet immeuble a été construit en 1933. Ah oui, c'est l'époque à laquelle ont été construits tous ces immeubles, tu vois. Nous voici à Napier. Napier est une ville qui a été totalement détruite en 1931 par un gros tremblement de terre. Et comme à l'époque, la mode était à l'architecture art déco, eh bien, elle a été totalement reconstruite en art déco. C'est magnifique. De quel pays venez-vous? France. Bonjour. Un peu de français. C'est pas mal. Merci. C'est joli, les lettres, ils ont 2 traits à chaque fois. Ah bon, ça? Il y a 2 barres aussi. Une là, une là. Et ça, c'est l'art déco, ça. C'est joli, hein? T'as vu les immeubles, c'est pareil, ils sont très carrés. Et c'est rigolo parce qu'ils sont pareils. T'as vu les couleurs? Mais la famille préfère la nature à la ville, elle reprend donc la route. Direction le sud, et sur la route, nous allons nous arrêter au Auntie's Garden. Littéralement, ça veut dire le jardin de ma tante. C'est un jardin communautaire où chacun peut venir librement se servir en fruits et en légumes, organiques bien sûr. Ce jardin communautaire est une terre familiale. Bonjour, comment allez-vous? Martin. Bonjour Martin. Et voici Shin. Shin, bonjour, ravi de vous rencontrer. Le jardin communautaire est une tradition répandue chez les Maoris. De nombreuses parcelles étaient cultivées en commun, puis chacun pouvait aller se servir en fonction de ses besoins. Vous voyez, ceux-là sont encore un peu petits. Qu'est-ce que c'est ça, Chine? C'est des petits pois. Tu aimes ça, les petits pois? Oui, même. Ce jardin est ouvert à tout le monde. On ramasse les légumes qu'on veut et on met juste une participation dans la petite boîte. La petite maison là. Les gens récoltent eux-mêmes, on ne le fait pas. On s'assure simplement qu'il y a de la nourriture dans le jardin. C'est vraiment conçu pour les familles qui ont de faibles revenus et qui n'ont pas les moyens d'acheter de la nourriture. C'est aussi une occasion de leur montrer comment la nourriture pousse vraiment et d'où elle vient. Donc le but principal, c'est l'éducation et en même temps, ça permet d'avoir accès à une nourriture bonne et saine. Oui, tout est bio. Tout est bio.
De la laitue, super. Vous venez souvent ramasser des légumes ici? Oui, oui. C'est bon marché et c'est sans produits chimiques. C'est plus sain. Vous habitez dans le coin? Oui, juste là, oui. C'est super d'avoir un jardin communautaire comme ça. Les légumes sont devenus tellement chers aujourd'hui dans les supermarchés. Oui, cher et pas... Oui, pas très bon. Notre main-d'œuvre nous est envoyée par le ministère de la Justice. Ce sont des gens du coin qui ont violé la loi et à qui on a proposé de venir travailler ici. Beaucoup d'entre eux aiment venir ici parce que l'ambiance est bonne et parce qu'ils apprennent aussi des choses. Les gens qui sont là ont fait du mal à la communauté, d'une façon ou d'une autre. Pour payer leurs amendes, ils peuvent venir ici travailler dans les équipes de services sociaux. Ils font du travail de maraîchage, ils ramassent les ordures le long des rivières, ce genre de choses. Au final, tout ça profite à la communauté. Beaucoup d'entre eux considèrent ça comme leur propre jardin. Et c'est ce qu'on veut. Et quand ils rentrent à la maison, ils peuvent emporter ce qu'ils veulent pour eux et pour leur famille. Regarde tout ce qu'on a. Il y en a combien là? 2 kilos. Peut-être 3, hein. Bon. Qu'est-ce que tu fais, Chine? J'épluche les petits pois. C'est pour quand? C'est pour midi. Oh, super, super. Et tu les as tous écossés? Oui, c'est moi qui les ai épluchés. Alors, c'était pas prévu, mais Marion a organisé une visite de la communauté. Visiblement, ça ne se refuse pas. Bonjour, Fred, Laure, Martin et Chine ont beaucoup de chance, car il faut d'abord être introduit une première fois pour rencontrer les Maoris. Ils sont le peuple indigène de la Nouvelle-Zélande, arrivé en pirogue il y a plus de 1000 ans, depuis la Polynésie. Aujourd'hui, les Maoris ne représentent que 14% des Néo-Zélandais, mais leurs traditions sont encore au cœur de l'identité du pays. L'hospitalité est la base de la culture maori. Ce groupe est en train de répéter des chants traditionnels et tout un rituel destiné à accueillir les visiteurs. Ces chants, mythes et histoires sont très importants car ils rattachent les habitants d'aujourd'hui à leurs ancêtres. Le pays embrasse aussi la modernité. Les 3/4 de son électricité proviennent d'énergies renouvelables. Alors là, nous arrivons à l'endroit où il y a le plus d'éoliennes de tout l'hémisphère sud. Comment ça marche, papa, une éolienne? Une éolienne, ça marche avec des gros aimants et un fil de cuivre qui transforme un champ magnétique en électricité. Dans un bateau, tu vas nous amener de l'autre côté de la Nouvelle-Zélande. Dans l'île du Sud. C'est bon, on est parti! C'est parti! Quand on voyage en camion, le plus commode pour allier deux îles, c'est le ferry. La traversée plutôt spectaculaire dure à peine 4 heures. La famille est ensuite attendue à Marlborough par un vigneron pas comme les autres. Mais Chine ne résiste pas aux eaux bleues outre-mer de l'île du Sud. En Nouvelle-Zélande, on fait aussi du très bon vin. Nous allons maintenant rendre visite à Peter Yeland. Peter fait entre autres un très bon Sauvignon blanc, mais pas de n'importe quelle façon, il le fait de façon durable, c'est-à-dire qu'il limite au maximum ses émissions de CO2. Comment fait-il? C'est ce que nous allons voir maintenant.
la production de vin est très gourmande en énergie. D'une part parce qu'il faut désherber et traiter les vignes à l'aide de machines. D'autre part parce qu'il faut contrôler la température pendant la fermentation en l'abaissant ou au contraire en la remontant. L'objectif de Peter Yealands est de produire suffisamment d'énergie pour être autonome et surtout pour limiter ses émissions de dioxyde de carbone. Résultat, Peter fait un vin certifié zéro CO2. Les gens m'ont dit que c'était l'exploitation viticole la plus verte du monde. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Nous avons reçu plein de récompenses pour ça et notre objectif est de continuer dans cette voie. Ce vignoble est construit selon les normes de construction écologique. C'est le premier du genre en Nouvelle-Zélande et le seul au monde qui ait garanti zéro émission dès la conception. C'est aussi l'un des vignobles les plus high-tech au monde. Tout est contrôlé par ordinateur. C'est vraiment très abouti. C'est de la vigne, de reste de vigne morte. Voilà, c'est quand on taille la vigne en hiver. Les branches de vigne coupées, on en utilise à peu près 5% chaque année. Le reste est broyé, remis dans le sol. Les 5% qu'on garde servent à faire de l'énergie pour chauffer l'eau qu'on utilise pour fabriquer le vin. Il y a beaucoup d'énergie dans ces bottes de sarment, l'équivalent de 100 kg de charbon ou d'une bonbonne de gaz. Les bonbonnes de gaz génèrent une empreinte carbone, ces bottes aucune. Et elles me font économiser de l'argent. Elles me font économiser environ 250 000 $ par an. Quelle meilleure façon d'être éco-responsable que d'utiliser ce qu'on a sur place? Ça sent bon. C'est pas cher d'être éco-responsable. La plupart des méthodes qu'on utilise sont rentables. Les panneaux solaires au bout de 7 ou 8 ans, mais les sarments sont rentables en moins d'1 an. C'est incroyable. Les 1100 hectares de vignes ne reçoivent aucun traitement chimique. Le désherbage est fait naturellement par des ouvriers sur 4 pattes. Ils sillonnent le vignoble et du fait de leur petite taille, ils ne peuvent attraper les grappes de raisin. Emily Byrne, la responsable de la communication du domaine, les adore. Nous avons des petits agneaux et des cochons nains. Ce sont des cochons de Nouvelle-Zélande. Ils mangent le gazon entre les ceps, débarrassant les mauvaises herbes, nettoient les allées et nourrissent les pieds de vigne. Ils sont super. Et en plus, ils mangent les déchets du vignoble, y compris les restes de nourriture du supermarché qui partiraient à la poubelle sinon. Ils sont vraiment parfaits. Et en plus, on a du bacon et des saucisses en échange. Oui, on peut les manger. Et ils se reproduisent, donc il y en a toujours plein. Ils sont vraiment super. Après l'herbicide sur pattes, l'insecticide à nageoire. Dans les vignes, nous avons des insectes. Et ces insectes volent la nuit. Ils dévorent les jeunes vignes, les feuilles sur les vignes. Ils sont un vrai problème. On peut lutter contre eux avec des produits chimiques, ce que nous ne faisons pas. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on a mis plein d'étangs. On en a 25 comme ça à travers toutes nos vignes, sur lesquels on a mis des lampadaires solaires. Et quand ces insectes volent, la lumière des lampadaires se reflète sur l'eau et les attire. Les insectes sont un peu aveuglés. Ils tombent dans l'eau et ils meurent parce qu'ils ne peuvent pas redécoller. C'est ce qui permet aux truites que nous avons mises dans ces étangs, des truites arc-en-ciel, des truites brunes, de se nourrir. Voici une autre très bonne méthode durable pour régler le problème des insectes. Pour produire le meilleur vin possible, Peter ne rechigne devant rien. Je suis allé sur Google et j'ai vu qu'il y avait des preuves scientifiques qu'en faisant écouter de la musique aux plantes, elles poussaient mieux. Même si certains dans le coin disent que je suis fou, qu'importe. Où est le problème? Profitez de la musique. Malgré sa détermination, Peter reste une exception en Nouvelle-Zélande. À peine 6% des vignes sont certifiées en agriculture biologique. Mais le marché explose car de plus en plus d'amateurs de vin plébiscitent ces modes de production.
La famille a la chance d'être en Nouvelle-Zélande pendant la période de reproduction des otaries à fourrure. Ces animaux sont polygames et en général, un mâle dispose d'un petit harem de 5 à 8 femelles. Les mâles choisissent leur territoire et leurs femelles, puis passent leur temps à les défendre une fois que les petits sont arrivés. Il faut attendre 3 à 4 mois pour que les petits acquièrent leur pelage d'adulte. Ensuite seulement, ils pourront aller à l'eau et gagner leur indépendance. Autrefois, les otaries étaient chassés pour leur épaisse fourrure et leur graisse. Mais la chasse est interdite depuis plus d'un siècle. La famille quitte les côtes pour se rendre dans les forêts du cœur de l'île du Sud. C'est enfin l'été, nous sommes au mois de décembre et c'est les grandes vacances pour les Néo-Zélandais. L'heure est de pratiquer son sport favori et là encore, rien n'empêche d'être éco-responsable, à savoir pratiquer une activité à faible empreinte carbone. C'est le cas à Queenstown où Trent propose une activité d'acrobranche avec en plus une sensibilisation au développement durable. C'est parti pour visiter ce projet. À Queenstown, personne ne tient en place. La ville est très réputée pour ses sports en plein air. Fred et Martin ont hâte d'y goûter. Bonjour. Bonjour, ça c'est Martin. Bonjour, enchanté. Il a 8 ans maintenant. Et c'est lui la star. On va faire de l'acrobranche. C'est la première fois que je vais en faire. Chez nous aussi? Non. Qu'est-ce que tu faisais avant de faire ce travail? J'ai étudié l'architecture et mon but était de reconnecter les gens avec les systèmes naturels. J'ai essayé d'utiliser l'architecture dans ce sens. Et puis j'ai réalisé que ce n'était pas nécessaire. Je pouvais simplement emmener les gens voir directement ce qui se passe dans la nature. Tout au long du parcours, nous allons parler de développement durable et de l'histoire de Queenstown et de sa géographie. Vous allez voir, le plus difficile, c'est de rentrer dans nos harnais. Alors, commencez par mettre vos pieds dans les boucles bleues posées devant vous. Par-dessus vos épaules, et ensuite je vais venir vous l'ajuster. T'es prêt à prendre du bon temps? Voilà, comme ça. Et là. L'objectif de ZipTrek, c'est de créer un meilleur environnement qu'avant notre arrivée. C'est pour cela que nous avons planté 3000 arbres et qu'on a mis en place un plan de gestion écologique pour gérer cet endroit. Super, alors si vous regardez sur votre cuisse gauche et votre cuisse droite, il doit y avoir une corde verte et blanche. C'est le premier départ du tour. En fait, à partir d'ici, vous ne toucherez plus le sol jusqu'à la fin du circuit. Ça démarre avec une vue splendide. C'est sans doute le plus bel endroit à proximité de Queenstown. Les plus audacieux dévalent le parcours la tête en bas. Ce qui ne dit rien à Martin. La tête à l'envers? Non? C'était comment? Trop bien. C'était ultra haut. C'était haut, hein?
Alors on a dit qu'on parlerait un peu de développement durable pendant notre descente. Qui connaît la définition du développement durable? Personne? Vraiment personne? Ok, alors à Zip Trek, voilà celle qu'on aime. Vivre en respectant les capacités de la Terre à donner la vie. L'idée, c'est que chacun soit responsable dans les activités de plein air. Sur chaque passerelle, l'équipe de Zip Trek initie le public au développement durable. La vue est incroyable. Good. Merci. Good, yeah, very good. Il était énorme. Et t'as vu la vue? Oui. C'était comment? C'était trop beau. Génial. Mes enfants m'ont forcé à le faire, mais j'ai adoré. C'était vraiment une expérience unique qu'on ne peut faire nulle part ailleurs dans le monde. Et l'approche environnementale rend les choses encore plus intéressantes. En fait, nous avons déjà escaladé cette montagne, mais nous n'avions jamais vu les câbles. La manière dont ils sont camouflés, c'est vraiment super. Donc maintenant, vous savez ce que ça veut dire, le mot développement durable. Oui. Bien mieux qu'avant. Parfait, merci beaucoup. La famille quitte les forêts de Queenstown pour rejoindre la région de Christchurch plus au nord. La Nouvelle-Zélande repose sur deux plaques tectoniques, celle du Pacifique et celle de l'Australie. En 2011, plusieurs tremblements de terre ont fait des dizaines de victimes et ont sérieusement endommagé Christchurch et sa région. Et si demain, les banques ne servaient non pas à garder votre argent, mais tout simplement le temps que vous avez travaillé? C'est un projet qui s'appelle le Time Banking et il marche très fort ici à Littleton, près de Christchurch. Le concept de la banque de temps est né au Japon avant de se propager aux États-Unis grâce à l'économiste Edgar Cahn. Les habitants de Littleton s'en sont beaucoup servis après avoir été frappés de plein fouet par le tremblement de terre du 22 février 2011. L'épicentre du séisme se trouvait à 5 km de profondeur, pile sous cette charmante petite ville. Tous les bâtiments ou presque ont été touchés. 5 ans plus tard, la ville porte encore les stigmates du tremblement de terre. Mais les habitants, eux, se sont très vite organisés pour s'entraider. La famille retrouve Wendy Everingham au bureau de la banque de temps. Les gens inscrivent ici ce qu'ils recherchent et ce qu'ils proposent, ce qu'ils peuvent faire pour les gens. Ça peut être transporter des gens, vous pouvez avoir besoin qu'on garde votre enfant ou qu'on vous prépare un repas. Il y a des groupes de lecture, pas mal de cours particuliers, de la peinture à faire ou un peu de menuiserie. La seule limite, c'est que ce soit un loisir. Vous ne pouvez pas proposer votre vrai travail. D'accord. C'est la seule contrainte, parce que le gouvernement craint que les gens en profitent pour échapper à l'impôt. Et là, vous pouvez mettre je serai heureuse de faire des posters pour vous, vous pouvez me passer un coup de fil. Et c'est là que vous pouvez inscrire quand vous êtes disponible pour rendre ces services. Avec un tel système, la monnaie d'échange n'est plus l'argent, mais le temps de chacun. C'est des tombes à cause d'un tremblement de terre. Eh bien, elles se sont cassées. La famille veut rencontrer Margaret Jeffries, qui a créé la banque de temps de Littleton. Sa maison aussi a gardé des traces du tremblement de terre. Bonjour. Bonjour Martin. T'as vu un peu les fissures là? On peut voir là. C'est plus léger ici, mais on voit bien toutes les fissures partout. J'ai introduit le concept de la banque du temps en Nouvelle-Zélande en 2005. Ça a démarré doucement. Puis il y a eu le tremblement de terre en 2011. Ça a été un prix très cher à payer. Mais heureusement, tout le monde avait encore Internet. Et d'un coup, les messages « on a besoin de ça »,« on a besoin de ceci » ont explosé. Et les gens sont venus. Quand les gens vivent un choc comme ça, en réalité, ils veulent s'entraider. Il semblerait que ce soit dans la nature humaine. Et la banque de temps est très adaptée dans ces moments-là. Il ne s'agit pas d'échanger des services comme on fait dans l'économie de marché, où je vous paye pour faire quelque chose. Et si je ne suis pas satisfaite, je peux être un peu dure.
ou énervé. Non, avec la banque du temps, les relations humaines sont le plus important. Ça permet de voir et de rencontrer des gens. Vous sympathisez avec des gens avec qui vous ne feriez pas connaissance habituellement. La famille trouve ça tellement génial qu'elle ouvre tout de suite un compte temps. Laure, Martin et Chine ont répondu à l'appel de Lucie qui souhaite nettoyer son jardin. T'as vu? On a beaucoup ramassé d'un coup. Alors c'est quoi l'idée de cet après-midi? Vous avez demandé l'aide de combien de personnes? Peu importe. Tous ceux qui veulent venir peuvent venir. Oui, j'en ai tellement marre de le faire seul. Et selon vous, pourquoi c'est une si bonne idée, la Banque du Temps? Parce qu'il n'y a pas d'argent impliqué. Tout le monde est sur le même plan. Le temps de chacun est aussi précieux. Et parce que je suis nouvelle dans cette ville, c'est une bonne manière de rencontrer des gens et de m'intégrer rapidement à la communauté. Après l'effort, le réconfort. En 10 ans, la banque mise en place par Margaret a rassemblé 800 volontaires. Et il y a eu environ 10 000 trocs de temps. Avec les 2 heures gagnées dans le jardin de Lucie, Chine et Martin s'offrent un cours de pâtisserie avec Wendy. Il faut frapper vraiment fort et ça finit par se casser. Tout le monde va pouvoir colorer la pâte. Et ça, c'est ce qui va sur le dessus du gâteau quand tu le recouvres d'un glaçage. C'est ce que font les gens en général. C'est Ruby qui a demandé ce cours quelques jours avant Noël. C'est vraiment chouette de voir que tout le monde, y compris les enfants, peut demander de l'aide de temps en temps. Et il y a toujours quelqu'un pour répondre. Toutes les communautés ont tous les talents qu'il faut. Et avec le temps, on finit toujours par les identifier. Les banques de temps font fureur dans les pays les plus durement touchés par la crise, comme la Grèce ou l'Espagne. Alors nous arrivons à Akaroa, petite ville de la côte ouest, qui il y a fort longtemps était française. C'est pour cela qu'on voit des noms de rues français, écrits en français. Rue Jolie. Rue Jolie? C'est en français? C'est écrit en français? Il n'est pas marqué Road? Bah non, on est dans le bout de la France. Au 19e siècle, des Français ont découvert la Nouvelle-Zélande, mais ils se sont fait damner le pion par les Britanniques qui, eux, l'ont colonisée. Les Français ont été les premiers à s'installer ici, à Akaroa. Ils sont arrivés en 1840 et ont installé leur village ici. Il reste encore quelques familles qui descendent de ces premiers colons, mais malheureusement, plus personne ne parle vraiment français. Ils ont oublié. Oui, ils ont oublié. Ils sont passés à l'anglais, mais ils ont encore des noms de famille français. Alors il y a eu une bonne entente entre ceux qui venaient de France et ceux qui venaient d'Angleterre. Oui. Un bon mélange. Oui, apparemment. On dirait bien. Quel temps! Ça m'étonne pas que ce soit les Anglais qui colonisaient la Nouvelle-Zélande. C'est les seuls capables au monde à supporter autant de pluie. Voilà, c'est la gare. Fred préfère faire une halte dans le musée du Gitan perdu. Martin et Chine vont découvrir que le recyclage n'a pas toujours besoin d'être utile. Pourquoi ce nom, le Gitan perdu? C'est juste qu'en Nouvelle-Zélande, on appelle gitan tous les gens qui vivent dans les caravanes. Et comme j'ai vécu dans un camion pendant de nombreuses années, c'était logique. Et maintenant, c'est un musée. Oui, c'est un musée. Et l'idée, c'est de recycler, je vois. Oui. Et de réutiliser. Oui, autant que possible. Autant que possible. Oui, d'utiliser des matériaux naturels et d'inventer de nouveaux objets. Ah, super. L'imagination de Blair est sans limite. Son musée aux airs de Capharnaüm regorge d'objets étonnants. Ils ne servent à rien d'autre qu'à l'émerveillement des grands et des petits. Ça fait des bulles! Non, ça fait des bulles!
Visiter la Nouvelle-Zélande, c'est réaliser à quel point la nature offre un écrin fabuleux pour l'épanouissement des hommes. La nature est si majestueuse qu'elle impose le respect et l'émerveillement. Et c'est bien connu, on protège mieux ce que l'on aime.